Mes filles détestent mon travail, maître traite de plombier et maître compare à des pères avec des carrières plus prestigieuses. J'ai travaillé comme un fou, plus de 60 heures par semaine, pour subvenir aux besoins de mes filles, qui apparemment pensent que ma carrière est une honte. Laissez-moi commencer avec un peu de contexte. Je suis un homme de 42 ans, je suis plombier, et j'ai travaillé dur ces 12 dernières années pour faire vivre ma famille. Oui, je répare des toilettes pour gagner ma vie. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures. J'ai découvert que j'étais stérile à 20 ans, ce qui a été un choc, mais j'ai fait avec. Avance rapide de quelques années, je suis financièrement stable, j'ai ma propre entreprise, rien de sophistiqué, juste moi, ma camionnette avec des toilettes géantes sur le toit qui est d'ailleurs la meilleure décision publicitaire que j'ai jamais prise, et une liste de clients qui ne cesse de s'allonger. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Amber, 39 ans, au barbecue d'un ami, une jolie mère célibataire avec d'adorables jumelles, Mia et Chloé, qui ont maintenant 17 ans, mais qui en avaient 7 à l'époque. C'étaient de petites filles blondes avec les plus grands yeux bleus que vous ayez jamais vus. Leur père biologique était un bon à rien qui a fichu le camp dès qu'Amber lui a annoncé qu'elle était enceinte. Il l'a laissé avec rien d'autre qu'un texto disant qu'il n'était pas prêt à être responsable. Elle travaillait comme serveuse dans 2 restaurants, vivant dans un appartement d'une chambre où elle dormait sur le canapé pour que les filles puissent avoir la chambre. Quand elle m'a raconté tout ça lors de notre 3e rendez-vous, je me souviens avoir pensé que cette femme était une guerrière. Le courant est passé tout de suite. En 6 mois, je les avais fait emménager chez moi, dans un modeste appartement de 2 chambres qui semblait soudain beaucoup trop petit pour 4 personnes, mais nous nous sommes débrouillés. Les filles étaient timides avec moi au début, mais je les ai conquises, je rentrais à la maison avec des petits jouets que je trouvais dans les stations-service, je les emmenais au parc le dimanche pour qu'Amber puisse dormir, des choses simples, mais elles ont commencé à me regarder comme si j'avais décroché la lune. Après 2 ans de relation, j'ai demandé Amber en mariage et j'ai entamé la procédure pour adopter légalement les jumelles. L'adoption était mon idée. Je voulais qu'elle porte mon nom de famille, que nous soyons une vraie famille sur le papier comme nous l'étions dans la vraie vie. Le jour où ça s'est concrétisé a été l'un des moments de plus grande fierté de ma vie. J'ai travaillé d'arrache-pied ces premières années, je prenais tous les appels d'urgence, je travaillais les week-ends, les jours fériés, n'importe quand. Mon entreprise a suffisamment grandi pour que je puisse embaucher 2 autres gars, ce qui a aidé, mais c'était toujours moi qui recevais des appels à 2 heures du matin pour des toilettes bouchées dans la résidence de vacances d'un type riche. Tout ça parce que je voulais économiser assez pour un acompte sur une maison dans un bon district scolaire. Les filles méritaient leur propre chambre, un jardin et de bonnes écoles. Finalement, j'ai acheté une maison convenable de 3 chambres dans un quartier avec l'une des meilleures écoles du district. J'ai transformé une partie du garage en bureau pour pouvoir faire la paperasse après qu'elles se soient couchées. La vie était belle. Chargée comme pas possible, mais belle. En grandissant, les personnalités des jumelles ont vraiment commencé à se manifester. Mia était l'artiste, toujours en train de dessiner, de peindre ou de faire de petites sculptures en argile. Chloé était la sociable, ramenant toujours de nouvelles amies, s'inscrivant à tous les clubs de l'école, organisant des soirées pyjama tous les week-ends. Moi, disons que je faisais à peu près tout ce qu'elle voulait, des cours de dessin pour Mia, de nouveaux vêtements pour Chloé, les balles de l'école, les colonies de vacances, enfin tout. Vraiment tout. Je gagnais bien ma vie à l'époque. Pas assez pour m'acheter un yacht, mais assez pour que les filles n'aient jamais à s'inquiéter d'avoir les bons vêtements ou de pouvoir participer aux voyages scolaires. J'ai même commencé à créer des fonds pour leurs études, en mettant de côté une partie de mon argent chaque mois. Amber est retournée à l'école et a obtenu son diplôme d'infirmière, donc elle contribuait aussi, mais je couvrais encore environ 80% de nos dépenses. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, les jumelles ont 17 ans et, quelque part en cours de route, elles sont devenues des adolescentes pleines de droits que je reconnais à peine. Les petites filles adorables qui couraient à la porte quand je rentrais du travail avaient disparu. Remplacées par des adolescentes qui lèvent les yeux au ciel et claquent les portes. Au début, j'ai pensé que c'était un comportement normal d'adolescente. Je veux dire, quel adolescent ne pense pas que ses parents sont nuls? Je me suis dit qu'elles finiraient par s'enlacer, que ce n'était qu'une phase. Alors j'ai continué à travailler, à payer pour leurs affaires, à essayer de m'intéresser à leur vie même si elles ne me donnaient que des réponses d'un seul mot. Mia parlait d'une école d'art prestigieuse à New York qui coûtait plus cher que ma première maison. Chloé voulait partir en voyage en sac à dos à travers l'Europe avec ses amis après le diplôme. Je leur ai dit qu'on trouverait une solution, même si la pensée de ces dépenses en plus de l'université me donnait des sueurs froides. Peut-être que j'étais trop indulgent.
Peut-être que j'aurais dû dire « non » plus souvent. Mais vous savez quoi? J'essayais d'être le père que j'aurais aimé avoir. Mon vieux était alcoolique et pouvait à peine payer les factures d'électricité. J'ai grandi en portant des vêtements d'occasion et en mangeant des céréales génériques avec de l'eau parce que la moitié du temps, nous n'avions pas les moyens d'acheter du lait. Je voulais juste mieux pour mes filles. Oui, je les ai élevées comme si elles étaient les miennes, et pendant un temps, j'ai pensé que je me débrouillais bien. Je le pensais vraiment, elles avaient de bonnes notes, de bons amis, je m'assurais qu'elles ne s'attiraient pas d'ennui. Je pensais que l'attitude faisait simplement partie du lot de l'adolescence. J'avais tort. Parce qu'un jour, j'ai eu un aperçu de ce que ces filles pensaient vraiment de moi. Alors, j'étais là, en train de rentrer de ce qui aurait dû être une journée complète de travail, un type riche m'avait appelé pour une fuite dans sa fontaine, en gros un point d'eau sophistiqué et prétentieux dans son hall d'entrée, et il s'est avéré que l'architecte d'intérieur du mec avait une urgence et qu'il devait reporter. Normalement, j'aurais été furieux d'avoir perdu le déplacement, mais le type m'a donné $100 pour le dérangement, donc je ne me plaignais pas. Il était environ 15h30 quand je suis rentré à la maison, une heure à laquelle j'aurais normalement été plongé jusqu'au coude dans la plomberie de quelqu'un. Les filles venaient de rentrer de l'école, et Amber était encore au travail pour quelques heures. J'ai garé ma camionnette dans l'allée, alors que je prenais ma boîte à outils, j'ai entendu des voix par la fenêtre ouverte de la cuisine. Les filles étaient à la maison, et elles avaient l'air de s'amuser comme des folles. J'allais entrer quand j'ai entendu mon nom. Quelque chose dans le ton de Mia m'a fait m'arrêter. Je me suis approché de la fenêtre en rampant et j'ai écouté. Le travail de papa est tellement embarrassant, a dit Mia, sa voix dégoulinante de dédain. Le père d'Emma est cardiologue, et le père de Becca est un grand avocat. Pendant ce temps, mon père rampe dans la merde des gens pour gagner sa vie. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Bien sûr, la plomberie n'est pas un travail glamour, mais ça paie les factures. Beaucoup de factures, en fait, y compris les fournitures d'art coûteuses de Mia, qui coûtent plus cher à l'once que du bon whisky. Mais la réponse de Chloé a été encore pire, oh mon Dieu, tu te souviens quand il est arrivé au concert de la chorale l'année dernière? Encore en tenue de travail, parce qu'il venait directement d'un chantier? Il puait le déboucheur de canalisation et avait de la saleté sous les ongles. Tyler m'a demandé si mon père était un sans-abri. Elles ont toutes les deux éclaté de rire. C'est ça, mes filles, se moquant de moi parce que j'avais travaillé toute la journée et que j'avais quand même fait en sorte d'assister à leur spectacle. Je suis resté là, figé, ma boîte à outils pendant à mon côté. Il essaie tellement, a poursuivi Mia. Toujours à nous poser des questions sur nos amis et nos passe-temps, comme s'il comprenait vraiment. Ouais, ce n'est même pas notre vrai père, a ajouté Chloé nonchalamment, comme si elle commentait la météo. Il essaie d'acheter notre affection avec toutes ces choses, comme si on allait oublier qu'il n'est qu'un plombier quelconque que maman a épousé parce qu'elle était fauchée et désespérée. Si les premiers commentaires m'avaient piqué comme une gifle, celui-ci était un coup de couteau dans le cœur. Pas leur vrai père. J'étais là depuis qu'elles étaient à la maternelle. Je les ai adoptées, pour l'amour de Dieu. J'ai aidé aux devoirs, je leur ai appris à faire du vélo, j'ai regardé des centaines de films pour enfants nul et des dizaines de milliers d'heures de chansons de Disney en boucle, je les ai réconfortées quand elles pleuraient, j'ai applaudi à chaque événement scolaire, et je les ai aimées inconditionnellement pendant 12 ans. Mais apparemment, rien de tout cela ne comptait, parce que je réparais des toilettes pour gagner ma vie. Je parie que si maman avait attendu, elle aurait pu trouver quelqu'un de mieux, a dit Mia. Quelqu'un avec un vrai travail, qui ne rentre pas à la maison en sentant les égouts. Eh bien, au moins il paie pour tout, a répondu Chloé en ricanant. Je vais totalement lui faire payer ce voyage à la plage le mois prochain. C'est genre $600, mais il dira oui, comme toujours. Elles ont continué à parler, mais j'en avais assez entendu. J'avais la nausée. Toutes ces années, j'ai cru que je construisais une famille. Je pensais que ces filles m'aimaient. Mais apparemment, je n'étais qu'un distributeur de billets avec un déboucheur. Assez bon pour payer les factures, mais trop embarrassant pour être réellement respecté. Je suis retourné tranquillement à ma camionnette, je suis monté dedans, et je suis resté assis là pendant environ 10 minutes, essayant de digérer ce que j'avais entendu. Mes mains tremblaient. Je voulais juste partir en voiture et ne jamais revenir. Mais ce n'est pas ce que fait un homme quand il a une famille qui dépend de lui. Alors je me suis ressaisi, j'ai démarré la camionnette et j'ai klaxonné comme je le fais toujours en rentrant à la maison. J'ai claqué la portière assez fort pour qu'elle m'entende et j'ai crié « Salut !» Je suis rentré tôt.
Les filles sont apparues à l'entrée de la cuisine, tout sourire et innocence. Chloé m'a même fait un câlin, probablement déjà en train de planifier comment me demander l'argent pour ce voyage à la plage. J'ai réussi à garder mon sang-froid pour le reste de l'après-midi. Après qu'elle se soit couchée, je suis resté tard dans le garage, soi-disant pour faire de la paperasse, mais en réalité juste assis là, à me repasser leurs mots encore et encore dans ma tête. J'avais passé 12 ans de ma vie à leur donner tout ce que je pouvais. 12 ans de travail éreintant, à ramper sous des maisons, à gérer la merde littérale des autres. 12 ans à les aimer comme si elles étaient ma propre chair et mon propre sang parce que dans mon cœur, elles l'étaient. Et voilà ce qu'elles pensaient de moi. Un plombier pathétique et malodorant qui n'était pas leur vrai père. Eh bien, si c'est ce qu'elles ressentaient, peut-être qu'il était temps que j'arrête de faire tant d'efforts. Peut-être qu'il était temps qu'elles apprennent ce que serait la vie sans l'argent et le soutien de leur faux père. Cette nuit-là, j'ai décidé de leur apprendre la valeur de ce qu'elles avaient. Si elles ne voulaient pas me traiter comme leur père, très bien. J'arrêterai d'agir comme tel. Leur petite vie confortable était sur le point de changer radicalement, parce que ce plombier pathétique n'était plus de service. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Fini le bon papa. Fini les distributions sans fin. Fini de me tuer au travail pour impressionner une bande d'adolescentes qui me prenaient pour une blague. Première étape, la banque. 20 minutes de paperasse plus tard, j'avais un nouveau compte, à mon nom uniquement. Puis vint le grand mouvement, j'ai transféré exactement la moitié de nos économies sur ce compte. J'ai appelé ma directrice de bureau et lui ai dit de rediriger mes chèques de paie, 75% sur mon nouveau compte, 25% sur le compte joint, juste assez pour couvrir ma moitié de l'hypothèque, des charges et des courses de base. Pas un centime de plus pour ces petites garces ingrates. La banque de papa était officiellement sous une nouvelle direction, avec des politiques de prêt beaucoup plus strictes. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à l'épicerie. Adieu, le lait bio cher dont Mia jurait que c'était le seul qui ne lui donnait pas de boutons. Adieu, les crackers spéciaux sans gluten dont Chloé avait besoin, bien qu'elle n'ait aucune sensibilité réelle. Bonjour, les produits de marque de distributeurs bas de gamme, et le papier toilette le moins cher à une seule épaisseur qu'ils vendaient. Une petite justice poétique. Qu'elle s'essuie les fesses avec du papier de verre pour changer. Quand je suis rentré à la maison, mes princesses étaient affalées sur le sol du salon, les yeux rivés sur leur téléphone. Mia a à peine levé les yeux avec un « salut ». Juste « salut », comme si j'étais le maudit livreur de pizza. Je suis passé juste devant elle et je me suis dirigé vers la cuisine pour commencer à déballer les courses. Pile au bon moment. Chloé est arrivée en courant, activée par le bruit de quelque chose qui pourrait être un encas. Elle a fouillé dans un sac et a réagi comme si j'avais ramené des déchets radioactifs au lieu de céréales. C'est quoi ça? Elle a brandi la boîte de céréales de marque de distributeur comme si c'était un rat mort. Où sont les Honey Cheerios? C'est ce que j'ai acheté. Mais on prend toujours des Honey Cheerios. Ça a un goût de carton. Si tu veux d'autres céréales, achète-les avec ton propre argent. Elle m'a regardé comme si je venais de tuer son chien, puis est partie en trombe. Pauvre bébé. Elle a dû manger des céréales génériques. Que quelqu'un appelle les services sociaux. Ce n'était que le début. Au cours de la semaine suivante, j'ai systématiquement démantelé tous les privilèges que ces filles tenaient pour acquis. Le chauffe-eau a commencé à faire ce bruit de cognement qui signifie que l'élément chauffant est en train de lâcher. Normalement, je l'aurais réparé tout de suite, mais cette fois je l'ai ignoré. 3 jours plus tard, l'eau chaude était au mieux tiède. Mia a été la première à se plaindre. Papa, la douche est glaciale. Tu peux la réparer? Je n'ai pas répondu, je n'ai pas levé les yeux de mon journal. Appelle un plombier. Mais tu es plombier. Je ne suis pas ton plombier, ai-je répondu calmement. Les services professionnels coûtent de l'argent. Elle est restée là, confuse. Elle n'a rien dit. Pour leur sortie scolaire, obligatoire, j'ai fait des chèques pour exactement la moitié du montant, 25 $ contribution de papa, sur la ligne du mémo. Les filles ont regardé ces chèques comme si je leur avais tendu des mouchoirs usagés. La télécommande de la télévision s'est cassée. Pas mon problème. Le Wi-Fi était lent. Tragique. Les précieuses fournitures d'art de Mia s'épuisaient. Le maquillage de Chloé atteignait un niveau dangereusement bas. Pensée et prière, les filles. La véritable confrontation a eu lieu une semaine plus tard.
Chloé m'a pris en embuscade pendant un match de basket. Soudainement tout sourire et, papa par-ci, et, papa par-là. Elle ne s'était pas assise aussi près de moi depuis des mois. Il s'est avéré que Princesse avait besoin de $600 pour un week-end à la plage avec ses amis. Et elle l'a dit aussi nonchalamment que s'il s'agissait de menu monnaie. Ça, venant d'une fille qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. J'ai répondu par un simple « non ». Le silence qui a suivi était absolument nucléaire. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête alors qu'elle essayait de traiter ce mot totalement étranger. Comment ça, non, a-t-elle finalement réussi à demander? Je veux dire non. Je ne te donne pas $600 pour un voyage à la plage. Si tu veux y aller, paie-le toi-même. Son visage a subi une transformation fascinante, surprise, confusion, colère, puis une tentative de manipulation alors qu'elle forçait les larmes à monter à ses yeux. Mais, papa. Tout le monde y va. Tu me laisses toujours partir en voyage avec mes amis. Pourquoi tu agis comme ça? Je l'ai enfin regardé. Tu as 17 ans. Si tu veux de l'argent, trouve un travail. Comme je l'ai fait à ton âge. Premier round pour papa. Amber est sortie du bureau quelques minutes plus tard, l'air complètement confuse. Quand je lui ai dit que j'avais refusé l'argent pour le voyage à la plage de Chloé, elle m'a regardé comme si des tentacules m'avaient poussé. Je ne pouvais pas lui en vouloir. En 12 ans, je n'avais jamais rien refusé d'important aux filles. Nouvelle règle ici, je lui ai dit. Quand elle a demandé « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?», j'ai répondu « On en parlera plus tard ». Elle a compris, quelque chose n'allait pas. Alors elle a hoché la tête et est restée silencieuse. À ce moment-là, je ne lui ai pas immédiatement dit ce qui s'était passé parce que je voulais aussi la tester. Le vrai test serait de savoir si les filles comprendraient pourquoi j'avais changé, ou si elles me considéreraient simplement comme quelqu'un qui était soudainement devenu un connard. Quoi qu'il en soit, je ne reculerai pas. 2 semaines de ma nouvelle vie de « Je ne suis plus votre majordome personnel », et notre maison était devenue un mélange entre une guerre froide et une émission de télé-réalité. Les filles traversaient des crises existentielles complètes à l'idée de devoir utiliser du papier toilette à une seule épaisseur, et Amber était coincée à jouer la Suisse, complètement déconcertée par ma transformation. Le Wi-Fi était aussi instable que possible, parce que je n'avais pas payé pour la mise à niveau lorsque notre tarif de lancement a expiré. Le frigo était rempli de produits de marque de distributeurs. La pelouse était devenue indisciplinée parce que je n'avais pas tondu depuis 2 semaines. La liste des petits inconvénients s'allongeait de jour en jour, et, avec chacun d'eux, l'attitude des filles envers moi devenait de plus en plus méchante. Laissez-moi vous dépeindre à quoi ressemblaient les petits déjeuners à cette époque, moi, en bout de table, avec une suffisance cachée derrière le journal, oui, je suis de la vieille école, tout en buvant mon café. Les filles blotties à l'autre bout, me lançant des regards noirs tout en s'étouffant avec leur toast générique qui avait apparemment le goût de carton trempé dans la tristesse. Amber, essayant de comprendre ce qui se passait. Ma plus jeune s'est plainte à voix haute, avec un effet dramatique maximal, que ces céréales avaient le goût de la boîte dans laquelle elles étaient. Sans lever les yeux de la section financière, j'ai suggéré avec bienveillance que le projet à 3 km de là embauchait des caissiers à $12 de l'heure, et que 4 heures de travail pourraient lui acheter des céréales de marque. Elle a levé les yeux au ciel et m'a traité de « crétin ». J'ai haussé les épaules et j'ai dit « ça doit être de famille ». Amber a failli s'étouffer avec son café. Le voyage à la plage manquée de Chloé a déclenché ce que l'on ne peut décrire que comme l'apocalypse adolescente. Elle a passé tout le week-end à perfectionner son numéro de martyr, s'assurant que tout le monde dans un rayon de 8 km sache qu'elle était littéralement en train de mourir de honte et de rejet social, porte claquée, soupir tragique, et proclamation que c'était la pire chose qui soit jamais arrivée à quiconque, de tous les temps. Quand elle a déclaré au dîner que toutes ses amies la prenaient maintenant pour une « nulle totale », je n'ai pas pu m'empêcher d'offrir une certaine perspective, pire que de te casser le bras en 3e année. Ou cette fois où tu as eu une pneumonie et passé une semaine à l'hôpital. Ou quand Monsieur Moustache, le cochon d'Inde, est mort, et que tu as pleuré pendant une semaine. Elle m'a regardé comme si je lui avais suggéré d'arrêter de respirer pour le carême. Mais la véritable explosion dramatique s'est produite lorsque le professeur d'art de Mia m'a appelé au travail. Apparemment, il y avait une « urgence » avec des fournitures d'art qui n'étaient pas dans son sac à dos pour un projet majeur. Autrefois, j'aurais laissé tomber un travail payant, j'aurais filé au magasin d'art comme si ma voiture était en feu, et j'aurais livré les fournitures en personne, avec un ruban dessus et peut-être une fanfare. Au lieu de ça,
J'ai informé le professeur que j'étais en train de déboucher les toilettes de quelqu'un et que Mia devrait se débrouiller seule. Ce soir-là, l'ouragan Mia est arrivé, a jeté son sac à dos sur la table, éparpillant mes factures parfaitement organisées, et a annoncé qu'elle avait eu un 0 pour son projet parce que je n'avais pas répondu à son appel d'urgence. C'est dommage, ai-je dit, en triant calmement mes factures. C'est tout ce que tu as à dire, a-t-elle dit. Pourquoi ne t'es-tu pas assuré d'avoir ce dont tu avais besoin avant la date limite? Pourquoi ta mauvaise planification devient-elle mon urgence? J'ai posé mon stylo. Elle est restée là à me regarder fixement, puis est partie en trombe dans sa chambre, en marmonnant dans sa barbe. Il ne s'agissait pas de la blesser, il s'agissait de lui apprendre que le monde réel se fiche de tes excuses. Ce soir-là, Amber m'a coincé dans notre chambre, exigeant de savoir quel extraterrestre avait clairement possédé son mari. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Les filles sont malheureuses, la maison tombe en ruine, et tu agis comme si tu t'en fichais complètement. Il était temps de mettre carte sur table. Je lui ai tout raconté, comment j'avais surpris la conversation des filles ce jour-là, ce qu'elles avaient dit sur mon travail embarrassant, sur le fait que je sentais le travail, sur leur vrai père, sur le fait que j'essayais juste d'acheter leur amour avec chaque petite chose. Le visage d'Amber a changé. Elle avait l'air en colère et honteuse. Elles ont dit ça? Oui. Et elles ont ri, aussi. Amber est restée silencieuse un long moment. Elles doivent s'excuser, a-t-elle finalement dit. J'ai ri et je lui ai dit que des excuses ne suffisaient pas, qu'elle devait apprendre le respect pour la personne qui se démenait pour qu'elle puisse avoir une vie confortable. À la fin de la 3e semaine, l'atmosphère dans la maison était passée de tendue à ouvertement hostile. Les filles me parlaient à peine, Amber était prise dans une position impossible, essayant de servir de médiatrice sans prendre parti, et je tenais bon, refusant de céder malgré l'angoisse nucléaire qui rayonnait dans toute la maison. Finalement, les choses ont explosé lorsque la date limite de candidature de Mia pour l'école d'art approchait. L'école d'art était son rêve depuis toujours, et j'avais économisé pendant des années pour l'aider à le réaliser. Ces écoles d'art de premier plan coûtent environ 70 000 $ par an, pratiquement le paiement mensuel d'une voiture de luxe pendant 4 ans, mais j'étais prêt à travailler comme un forcené pour lui donner cette chance. Un soir, alors que je nettoyais mes bottes de travail, Mia a commencé à rôder près de moi. Je pouvais presque entendre son cerveau chercher la meilleure façon de m'aborder. Après quelques minutes de flânerie maladroite, elle s'est finalement éclaircie la gorge et a demandé « Papa? Est-ce que je peux te parler de quelque chose ?» Je n'ai pas levé les yeux. Bien sûr. Eh bien, la candidature pour l'école d'art est due la semaine prochaine, et je dois payer les frais de dossier. D'accord, ai-je dit, sans toujours lever les yeux. C'est 250 $ pour RISD, 125 pour Pratt, 100 pour SVA, a-t-elle poursuivi. Donc ça fait 475 $ au total. J'ai hoché la tête, en regardant toujours mes bottes. C'est exact, ai-je dit. Alors, est-ce que je peux avoir l'argent pour les frais de dossier, a-t-elle finalement demandé, sa voix faible. J'ai levé les yeux. Non. L'expression sur son visage était inestimable, une incrédulité totale et absolue. Comment ça, non? Ce que je veux dire, c'est non. Je ne te donne pas 475 $ pour des frais de dossier. Mais c'est mon avenir. On parle de mon avenir. Sa voix s'est élevée. Si c'est si important pour toi, tu trouveras un moyen de payer par toi-même. Comment? Pas mon problème. Mais si tu cherches des suggestions, McDonald's embauche. Le café au coin de la rue aussi. L'épicerie en bas de la rue a une pancarte où on recherche de l'aide. Beaucoup d'options. Son visage s'est décomposé. Pourquoi tu agis comme ça? J'en avais assez. Je lui ai finalement tout déballé. Je lui ai dit que j'avais tout entendu ce qu'elle et Chloé avaient dit sur moi. Son visage est devenu blanc. Papa, je suis désolé. On était juste stupides. On ne le pensait pas. Vous ne le pensiez pas. Et c'est bien. Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Mais les actions ont des conséquences. Vous ne pouvez pas me traiter comme une ordure et ensuite vous attendre à ce que je vous donne des centaines de dollars à chaque fois que vous voulez quelque chose. Mais l'école d'art est toujours une option. Trouve un travail, économise, postule l'année prochaine s'il le faut. Ou postule dans des écoles moins chères. Ou contracte des prêts étudiants, comme des millions d'autres jeunes. J'ai entendu dire que le collège communautaire a un programme d'art décent.
Elle m'a regardé comme si je lui avais suggéré de se couper le bras. Le collège communautaire? Tu plaisantes? Après tout mon travail acharné. Bienvenue dans le monde réel. Parfois, tu dois ajuster tes attentes en fonction de tes ressources. C'est une leçon précieuse. Une que j'ai apprise quand j'étais beaucoup plus jeune que toi. Cette nuit-là a été un pur chaos. Après beaucoup de pleurs et de portes claquées, Amber m'a coincé, me demandant si j'allais trop loin. Je lui ai rappelé que l'avenir de Mia ne s'évaporerait pas si elle postulait l'année prochaine ou si elle allait dans une école qu'elle pouvait réellement se permettre. Puis Amber a suggéré que j'étais trop dur. Je comprends que tu sois blessé par ce qu'elles ont dit, je le suis aussi, mais ce ne sont que des enfants. Les enfants disent des choses stupides et blessantes qu'ils ne pensent pas. Ce ne sont pas des enfants. Elles ont 17 ans. Assez vieilles pour travailler. Assez vieilles pour conduire. Assez vieilles pour savoir mieux. Et elles n'ont pas seulement dit des choses stupides, elles ont révélé ce qu'elles pensent vraiment de moi, de mon travail, de mon rôle dans cette famille. Je ne vais pas laisser passer ça. Elle est restée silencieuse un long moment, puis a posé des questions sur les frais de dossier. Elle a dit que si Mia ne postulait pas maintenant, elle devrait attendre une année entière. Alors elle attendra un an. Où elle trouvera comment gagner l'argent elle-même. Où elle postulera dans des écoles qu'elle peut se permettre. Il y a des options. Mais aucune d'entre elles n'implique que je donne de l'argent à quelqu'un qui me voit comme une blague. Et pour Chloé? Tu vas la punir aussi? Ce n'est pas une punition, c'est une leçon de vie. Et oui, les mêmes règles s'appliquent pour les deux. Plus de distribution. Plus de voyages gratuits. Si elles veulent quelque chose, elles devront le gagner. Le lendemain matin, Mia s'est présentée au petit déjeuner, les yeux rouges et gonflés, comme si elle avait fait 10 rounds contre l'insomnie. Puis Chloé a suivi. Toutes deux ont commencé à s'excuser, mais cette fois, j'ai senti qu'elles commençaient à comprendre. Quand elles ont demandé ce qu'elles pouvaient faire pour arranger les choses, j'ai su que j'avais enfin leur attention. J'ai exposé mes conditions, toutes les deux devaient trouver un travail. Si elles voulaient de l'argent de poche, de nouveaux vêtements ou des frais de dossier, elles devraient le gagner, comme tous les autres jeunes dont les parents ne sont pas millionnaires. Mia a essayé de protester, disant qu'elles avaient l'école et les activités, mais je lui ai rappelé que des millions d'adolescents parviennent à équilibrer les 300 entrées en combustion spontanée. Vous vous débrouillerez, ai-je dit sèchement. Plus tard dans la journée, j'ai entendu les filles dans la chambre de Mia, à travers les murs fins comme du papier. Chloé agissait comme si je leur avais suggéré de se lancer dans l'exploitation minière du charbon, se plaignant que la plupart de ses amis n'avaient pas à travailler. Mais Mia m'a surpris en disant à sa sœur que nous avons tout gâché, et maintenant nous devons réparer. Quand Chloé a demandé si je les détestais, Mia a dit quelque chose qui m'a donné une lueur d'espoir, non. Je pense que nous l'avons blessé, et maintenant il essaie de nous donner une leçon. Je suis parti avec un petit sourire. Peut-être que ces filles n'étaient pas complètement perdues après tout. Cela fait environ 2 mois que elle, opération retour à la réalité, a commencé, et, quelle transformation! Si vous m'aviez dit à l'époque comment les choses se termineraient, je ne l'aurais pas cru. Mais nous y voilà. Le lundi après notre grande confrontation, Mia est rentrée à la maison avec un formulaire de candidature du café près de son école. Elle l'a rempli ce soir-là, et je l'ai aidée à se préparer pour l'entretien. Non pas parce qu'elle me l'a demandé, mais parce que, malgré tout, je voulais toujours qu'elle réussisse. Des petits pas, vous savez? Chloé était plus résistante. Elle a passé quelques jours à bouder et à se plaindre avant que Mia ne la traîne finalement au centre commercial et ne la force à postuler dans 5 magasins différents. Elle a fini par être embauchée chez McDonald's, ce qui a été un coup dur pour son statut social. Elle a pleuré la veille de son premier service, disant que sa vie était, littéralement finie, et qu'elle mourrait littéralement, si quelqu'un de l'école la voyait dans l'uniforme. Elle n'est pas morte littéralement, cependant. Elle est rentrée ce premier soir l'air sous le choc et sentant la graisse de frites, avec une petite brûlure sur le bras causée par la friteuse. Les gens sont tellement impolis, a-t-elle dit en s'effondrant sur le canapé. Ce type m'a crié dessus parce qu'on n'avait plus de sauce aigre douce, comme si c'était de ma faute. Bienvenue dans le secteur des services, ma grande. Maintenant tu sais ce que ça fait quand quelqu'un te traite comme si tu étais inférieur. 2 semaines après le début de leurs nouveaux emplois, les 2 filles étaient épuisées et humbles. Travailler 15 à 20 heures par semaine tout en jonglant avec l'école et les activités n'était pas une blague. Puis est arrivé le jour de paie.
Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Mia quand elle a reçu son premier chèque, 283 $. C'est tout? Pour 2 semaines de travail? Maintenant, imagine essayer de faire vivre une famille avec ça, je lui ai dit. Elle a regardé le chèque, puis m'a regardé, une nouvelle compréhension naissant dans ses yeux. C'est ce que tu gagnais au début comme plombier. Moins, en fait. Mon premier travail payait 7,25 $ de l'heure. Je travaillais 60 heures par semaine, et j'avais encore à peine les moyens de payer le loyer. Peut-être que, pour la première fois, elle m'a regardé et a vu non seulement son père, mais une personne qui avait lutté, sacrifié et travaillé très dur pour arriver là où il était. La semaine suivante, Mia m'a remis 250 $ pour ses frais de dossier universitaire. Elle avait décidé de ne postuler qu'à une seule école de premier plan au lieu de 3, et elle avait gagné chaque centime elle-même. Je paierai le reste de mes candidatures l'année prochaine, a-t-elle dit. Si je ne suis pas accepté cette fois, j'économiserai et je réessayerai. J'ai hoché la tête, respectant son plan. C'est une approche solide. La transformation de Chloé a été plus lente, mais non moins significative. Après un mois chez McDonald's, elle est rentrée un jour à la maison et a annoncé « Je postule pour un poste d'hôtesse. Les pourboires sont meilleurs, et je ne sentirai pas la graisse de frites tout le temps. » Elle a obtenu le poste et a démissionné de McDonald's. Le poste d'hôtesse lui convenait mieux, elle pouvait utiliser ses compétences sociales naturelles, et, oui, l'argent était meilleur. Elle a commencé à économiser pour une voiture, a ouvert son propre compte bancaire et a commencé à mettre de côté une partie de chaque chèque de paie. Les 2 filles ont commencé à contribuer aux dépenses du ménage. Non pas parce que je l'exigeais, mais parce qu'elles l'ont proposé. Rien de majeur, juste 200 $ par mois chacune pour le loyer, que je déposais secrètement sur leurs fonds universitaires, elles n'avaient pas besoin de savoir cette partie pour l'instant. La leçon était dans le fait de donner, pas dans la destination de l'argent. Plus important encore, elles ont commencé à montrer de l'appréciation pour ce qu'elles avaient. Les plaintes ont cessé, elles ont commencé à acheter leurs propres articles de marque quand elles les voulaient vraiment, et soudain, ce n'était plus si important que tout le reste soit de marque de distributeur. C'est drôle comme ça fonctionne. Le changement le plus surprenant a été la façon dont elles me traitaient. Les roulements d'yeux et les portes claquées ont disparu. Elles ont commencé à me demander comment s'était passée ma journée, et à écouter réellement les réponses. Mia a même demandé à m'accompagner sur un chantier un samedi, curieuse de savoir ce que je faisais réellement toute la journée. Elle m'a regardé remplacer un chauffe-eau dans un manoir, se salissant les mains, m'aidant à sortir l'ancien. Le véritable test a eu lieu la semaine dernière lorsque le téléphone de Chloé s'est cassé. L'écran s'est brisé après qu'elle l'ait fait tomber, et il ne voulait plus s'allumer, peu importe ce qu'elle essayait. L'ancienne Chloé aurait immédiatement exigé un nouveau, le dernier iPhone, bien sûr, rien de moins. La nouvelle Chloé est venue me voir avec une approche différente. « Papa, mon téléphone est cassé. Peux-tu m'aider à trouver le moyen le moins cher de le remplacer? J'ai un peu d'argent de côté. » J'étais si fier d'elle. Je lui ai dit qu'il y avait un magasin de réparation qui pourrait probablement réparer l'écran pour moins cher qu'un nouveau téléphone. Nous y sommes allés ensemble, et ils nous ont donné un devis, 175 $ pour un nouvel écran. Elle l'a payé elle-même, a attendu patiemment la réparation, et a été sincèrement reconnaissante quand il a fonctionné. Ce sont de petites victoires, mais elles s'additionnent. Amber a également remarqué les changements. Au début, elle était prise entre 2 feux, déchirée entre me soutenir et protéger ses filles. Mais en voyant les effets positifs, elle a changé d'avis. Ce sont des personnes différentes, a-t-elle dit hier soir alors que nous nous préparions à nous coucher. Plus responsables. Plus attentionnées. Tu avais raison. Elles avaient juste besoin d'apprendre la valeur du travail acharné, ai-je répondu, et de l'argent, et d'arrêter de tout prendre pour acquis. Elle a souri et a dit, y compris leur père. J'ai acquiescé. Cela nous amène à aujourd'hui. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avançons. Nous progressons d'une manière réelle et durable. Les 2 filles travaillent toujours, bien que j'ai recommencé à couvrir certaines de leurs dépenses. Elles ont appris à budgétiser, à économiser, à réfléchir à 2 fois avant de demander quelque chose qu'elles veulent mais dont elles n'ont pas besoin. Elles ont développé une éthique de travail qui leur sera très utile tout au long de leur vie. Plus important encore, elles ont appris le respect, pour moi, pour leur mère, pour elles-mêmes, et pour tous ceux qui gagnent leur vie en travaillant. Elles ne méprisent plus le plombier, le caissier ou l'employé de fast-food,
parce qu'elles ont été de l'autre côté de ce comptoir. Quant à moi, je suis fier d'elles. Fier de la façon dont elles ont pris leurs responsabilités, dont elles ont grandi, dont elles ont assumé leurs erreurs et travaillé pour se racheter. Elles deviennent le genre de personnes que j'ai toujours espéré qu'elles seraient, travailleuses, responsables, compatissantes. Je ne vais pas mentir, la façon dont j'ai géré les choses n'a pas été facile. C'était difficile, c'était gênant, ça a presque brisé notre famille pendant un certain temps. Mais ça a fonctionné. Je n'ai pas perdu ma famille. Ma famille ne m'a pas perdu. Et c'est la vraie victoire.